Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à tous. Est-ce que on peut communiquer donc sur la partie questions cours? Oui, vous m'entendez, c'est parfait. Alors, comme vous le savez, on a terminé. Bonjour Manfredi, bonjour Célia, bonjour Mariam-Lie et bonjour Aurélie. On a terminé le cours sur la vérité la dernière fois. On va donc démarrer le cours sur la démonstration. Et donc, c'est un cours plus en lien avec les mathématiques, d'accord? Donc après, on fera, je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais il nous restera le vivant et la matière et l'esprit. Bonjour Camille, bonjour Héloïse. Le cours sur le vivant étant plus en lien avec la biologie et le cours sur la matière et l'esprit étant plus en lien avec la physique. On est d'accord. Alors, ce cours sur la démonstration, il va se faire en trois parties. Une première partie, c'est un peu, vous vous souvenez, une fois, vous m'avez demandé pourquoi il n'y avait pas d'introduction. En fait, si vous voulez, il y a des cours où l'introduction est très longue, donc j'aime bien considérer que c'est un grand 1 et une introduction en même temps. Donc le premier moment de ce cours, ça va être en fait l'introduction. Le deuxième moment, on va aller plus en profondeur à partir d'un exemple, les éléments de géométrie d'Euclide, et on va étudier cet exemple en détail. Ça concerne la 29e proposition, le postulat des parallèles, et donc cinquième postulat. Voilà, et puis ça c'est donc le deuxième moment. Et le troisième moment, on va prolonger ce qu'on avait fait pendant le stage, c'est-à-dire que vous vous rappelez, enfin pour ceux qui étaient là, une lecture approfondie. Et on va faire la même chose avec une partie. Évidemment, on va pas pouvoir, on n'aura pas le temps de faire l'ouvrage dans son intégralité, mais on va faire donc le début de l'axiomatique de Robert Blanchet, qui est un livre qui parle des mathématiques et de la démonstration en particulier. D'accord? Alors, je reviens dans 10 secondes. Je vous laisse noter donc l'organisation du cours. Voilà, me revoilà. Alors, tout le monde a compris? Donc, c'est parti. Ça va vous sembler familier, enfin, je l'espère. C'est en lien avec l'épistémologie et la science, et plus précisément, les mathématiques. OK, alors, démonstration, premier élément. Je vous donne à chaque fois des chiffres, ça va vous aider. Première information, l'étymologie. Donc, la démonstration, étymologiquement, ça veut dire un discours qui montre. D'accord? Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est cette idée de discours. Voilà. Alors, ensuite, donc tout le monde enfin, vous avez intégré ça, un discours qui montre. Et donc, le peuple qui a inventé la démonstration, c'est les Grecs. On doit aux Grecs donc cette invention. Donc ça, c'est la deuxième information. Aux Grecs et particulièrement à Aristote. Aristote, il dit la démonstration est un discours. Donc ça, c'est une citation. Je vous la donne ici. C'est le troisième élément de l'introduction. La démonstration est un discours où certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement du seul fait de ces données. Alors, je vais vous répéter la phrase. Je vous laisse vous en imprégner un petit peu. Je répète, donc la démonstration est un discours où certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement du seul fait de ces données. D'accord? Alors, je vous laisse le temps, ça serait pas mal si on pouvait écrire la phrase. Donc je vais la répéter une troisième fois, fidèle à nos habitudes. Donc c'est le troisième point de l'intro, de ce grand 1 introductif. Donc la démonstration est un discours où certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement du seul fait de ces données. Voilà, vous avez la phrase. Merci Aurélie, merci beaucoup. Je pensais à vous en effet. Alors, en fait, il va falloir qu'on analyse la phrase. Hein. Il va falloir, effectivement, en philosophie, ça vaut aussi en littérature et dans beaucoup de disciplines, quand vous donnez une citation, on attend non seulement la précision du côté de la citation, mais aussi la précision du côté de l'analyse. Alors, je vous laisse... c'est bien Aristote, exactement, merci Aurélie. Donc, en fait, vous vous rappelez, hein, Aristote, c'était pas qu'un philosophe, entre guillemets, il a aussi, quand il parle de la loi de la chute des corps, vous voyez qu'il s'était intéressé beaucoup à la physique et il était particulièrement connu pour son intérêt pour la biologie. Il a beaucoup, enfin, vous voyez, c'était un savant au sens large du terme. Voilà. Alors, donc, moi, j'ai besoin, là, enfin, j'aimerais qu'on analyse ensemble la phrase. C'est donc le troisième point de cette intro. Et il y a plein de choses à dire. Je vous propose un petit jeu où je vous dis ce qu'on peut en dire et puis vous me coupez au fur et à mesure, vous écrivez vos propres remarques et je les intégrerai. Donc, c'est des remarques. Ce que je vous demande d'écrire dans la partie questions cours, c'est juste vos commentaires. Comment vous comprenez cette phrase, d'accord ? Alors, je vois qu'on est nombreux, c'est agréable. Donc, comment vous comprenez cette phrase? Vous pouvez donc tous écrire.
Et puis, qu'est-ce qui vous semble essentiel à souligner? Qu'est-ce qu'on peut définir à partir de là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sans que ce soit redondant et sans que ce soit de l'ordre de la paraphrase? Ça vous fait un bon exercice par rapport à, enfin, que ce soit pour cette année ou pour plus tard. Bon, alors déjà, vous voyez, on revient. Je pense que le premier commentaire qu'on peut faire de cette phrase, c'est, alors j'aimerais bien que vous me devanciez, hein, j'aimerais bien aller, la causalité d'Einstein. Oui, alors on a une causalité ici. Alors Einstein n'a pas parlé que de causalité. Enfin, pourquoi vous parlez de la causalité d'Einstein? Il a beaucoup parlé en sciences de l'importance de l'induction et de l'intuition d'ailleurs. Donc induction, induire veut dire généraliser, passer des cas particuliers à la loi. Alors je ne sais pas trop à quoi vous faites référence quand vous dites la causalité d'Einstein, je veux bien que vous précisiez. Mais surtout, bon, moi je vous propose de commencer avec l'idée de l'étymologie, le discours. D'accord? On pourrait dire, on pourrait reprendre ce titre de l'ouvrage de Michel Foucault. On pourrait dire la démonstration, c'est un ordre du discours. D'accord? Il y a l'idée que ça ne vous enlève aucunement votre liberté de penser, mais ça n'est pas non plus quelque chose qui serait de l'ordre de la fantaisie. Voilà, il y a beaucoup d'ordres. D'accord? Alors, ce qui va m'intéresser ensuite, si on fait vraiment une explication juxtalinéaire, c'est-à-dire mot après mot. Un discours, donc on a l'étymologie, où certaines choses étant posées. Alors, comment on pourrait, en termes de vocabulaire, comment on pourrait appeler ces choses qui sont posées au départ? Certaines choses étant posées. Donc, chaque chose dans l'univers a sa cause qui survient du fait, avant la conséquence. Oui. Et d'ailleurs, ça l'a conduit, vous vous rappelez, à l'idée de religiosité cosmique, que finalement, on s'inclinait devant cette harmonie incroyable. Alors, certaines choses étant posées, Noureddine, on vous attend. De quoi s'agit-il? Des postulats, merci, exactement. Des postulats, des axiomes, on reviendra sur la différence, on en avait parlé déjà, et on peut parler plus globalement, de prémices. Alors, vous savez très bien qu'on reste dans la LV3 philo et que je suis là pour vous apporter du vocabulaire, d'accord? Bon, comme on est à la fin de l'année, avec cette vision aussi un peu plus large que la terminale, de toujours faire un pont vers ce qui vous attend plus tard, en termes de rigueur et justement de vocabulaire. Alors, certaines choses étant posées, on peut aussi parler de prémices, d'accord? Et on peut aussi parler, parce qu'en fait, il y a deux types de prémices. Est-ce que vous connaissez, je vous pose une petite question ici, est-ce que vous connaissez les deux types de prémices qu'on peut trouver dans le cadre d'une démonstration? Comment s'appelle-t-elle? Une première prémisse assez large qu'on va appeler prémisse majeure, d'accord? Donc, par exemple, tous les hommes sont mortels. Ensuite, une prémisse mineure. Or, Socrate est un homme. Là, je vous donne un exemple de syllogisme qui est le prototype de la démonstration, la forme la plus primaire de démonstration qu'on puisse avoir. Donc, prémisse majeure, retenez bien, hein, ça c'est du vocabulaire, prémisse majeure, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, prémisse mineure. Donc, ces deux prémisses, encore du vocabulaire, retenez bien, on les appelle aussi, elles forment en fait l'antécédent. D'accord? On a parlé d'antécédent. Alors, en juridique, on énonce souvent les articles utilisés au début d'un rapport. Ça a un nom, mais j'ai oublié. Exorde, est-ce que c'est ça, ce nom? Ça signifie, c'est un synonyme pour introduction. Alors, donc, vous n'avez pas bien compris les prémices, je vais vous réexpliquer. Les prémices, ça peut être des postulats ou des axiomes, c'est pareil, c'est ce qui sert de base de départ à un raisonnement. Alors, moi, je vous ai pris l'exemple de prémisse dans le cadre du syllogisme. Tous les hommes sont mortels, prémisse majeure. Or, Socrate est un homme, prémisse mineure. Tout ça, c'est l'antécédent. Les deux prémisses ici forment l'antécédent. Et le conséquent, c'est la conclusion, d'accord? C'est-à-dire, on appelle ça donc le conséquent, la conclusion. Donc, Socrate est mortel. Hein, donc le syllogisme, je vais répéter, c'est tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà. Tout le monde a compris? Donc prémisse, antécédent, conséquent. On peut prendre un autre exemple et on le redéploiera à partir de notre exemple emprunté à Euclide. Un exemple en fait mathématique. On a au départ un postulat, le fameux postulat des parallèles, et c'est ce qu'on caractérise comme prémisse aussi, hein. Par un point donné, extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une droite parallèle à cette droite donnée. Vous comprenez? Donc là, c'est un autre type de prémisse. Prémisse veut dire ce qu'on a, ce qui a
à la base de départ d'un raisonnement. Si vous voulez, on peut aussi dire, c'est l'hypothèse, ça peut être, enfin, une hypothèse est une sorte de prémisse, d'accord? Et on aura un système hypothético-déductif qui se veut le plus complet possible. Et là, on peut à nouveau parler d'Einstein, puisque Einstein nous dit à un certain, ça c'est une parenthèse importante, Einstein écrira qu'à un certain degré de formalisation, les hypothèses se rattachent à des intuitions. Et en fait, en gros, on a l'impression que sous sa plume, ce qu'il est en train de dire, c'est que plus vous êtes un génie, plus vous aurez justement ces intuitions, ce que Nietzsche appelait une manière d'avoir une lorgnette sur l'être. Et donc, c'est une manière pour Einstein de dire qu'il n'y a pas que l'induction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la généralisation à partir de cas particuliers qui est à la source de la découverte scientifique. Il y a aussi l'intuition. Et ces intuitions donc, vont vous permettre de constituer en fait, des hypothèses qui seront à la base de ces systèmes hypothético-déductifs qu'on va souhaiter le plus complet possible. Voilà. Là, il parle de la science, il parle de la physique à partir de là. D'accord? Alors, voilà, donc tout ça, ça vous apporte du vocabulaire dans ce grand 1 introductif et on est toujours en train d'analyser la citation d'Aristote. Donc, certaines choses étant posées, vous voyez, on a dit beaucoup de choses. Quelle est l'autre caractéristique de ces fameuses choses posées au départ? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Souligner le fait que les prémices, les postulats, les axiomes n'ont pas. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Oui, voilà, merci Noureddine, c'est exactement ça. Elles sont indémontrées et indémontrables. C'est à la fois quelque chose dans le fait et au niveau du droit, d'accord? Indémontré et indémontrable. Alors, donc c'est pour ça que notre problématique, quelle est-elle? La problématique, voilà, elles sont tenues pour vraies, c'est ça. Alors, c'est toute la différence entre l'axiome et le postulat. C'est-à-dire qu'avec le postulat, on vous demande de l'admettre, ça vient du latin postulare, et donc on vous demande de l'admettre parce que c'est censé être évident. C'est censé se rattacher justement à une espèce d'évidence intuitive. Alors on en reparlera parce que là il y a plein de choses à dire, notamment une distinction à faire entre Pascal et Descartes. Mais si vous voulez, voilà, on les tient pour vrai, comme l'existence de Dieu dans le catholicisme. Et bien aussi, Tanguy, je peux vous répondre en vous disant, dans le cadre de la philosophie kantienne. C'est-à-dire, il y a le postulat, enfin je vous donne un autre exemple, mais le postulat d'un progrès de l'humanité, d'accord? On tient quelque chose pour vrai parce qu'on en a besoin dans le cadre d'un raisonnement ou tout simplement parce qu'on en a besoin pour continuer de vivre dans dans une certaine absence de tourment, enfin vous voyez, voilà. Bon, alors, du coup, les postulats, en effet, sont indémontrés et indémontrables. Et donc, la problématique essentielle, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le fil conducteur du cours, ça va être la question, la démonstration est-elle, à partir de là, un colosse au pied d'argile? C'est-à-dire qu'on pourrait former des édifices incroyables, des cathédrales intellectuelles, des architectoniques, des monuments philosophiques ou mathématiques, dans ce système hypothético-déductif, alors même que les postulats pourraient être faux. Vous voyez, parce que indémontré, enfin c'est très bien de dire que c'est indémontré et indémontrable, mais en même temps, à partir de là, comment est garantie la validité de la proposition de départ? Vous voyez, tout le problème est ici. Donc on a beaucoup dit, bah voilà, l'évidence intuitive, c'est ce qui caractérise le postulat. Oui, mais l'axiome. Et l'axiome, je vous ai dit, la différence entre un axiome et un postulat, si on veut être vraiment très précis, c'est le fait que l'axiome, on vous demande de l'admettre de la même manière, mais sans le recours à l'évidence intuitive. Et finalement, l'axiomatique, on l'étudiera avec Robert Blanchet, ce sont ces édifices qui ne sont pas censés être en corrélation directe avec ce qu'on peut tracer au tableau. Vous voyez, on peut construire des édifices mathématiques qui ne correspondent à rien de visible. Et c'est à partir de là toute la différence entre la vérité comme cohérence et la vérité comme correspondance. Vous voyez, dans le cadre du postulat, on attend de la vérité qu'elle se rattache à une correspondance avec la réalité. Dans le cadre de l'axiome, c'est simplement la cohérence, finalement, qui va être gardée. Vous comprenez? Voilà. Alors, vous me dites, en admettant que nous ne savons rien et que la vérité est malléable. D'accord. Donc, vous aviez précisé, Tanguy, en effet. Alors, on avait bien vu ça en mathématiques, quand l'axiome du choix nous a amené à un paradoxe, appelé le paradoxe de Banach-Tarski. D'accord, on y reviendra si vous voulez. Oui, bah, effectivement, j'espère bien qu'on pourra faire des liens avec les mathématiques, c'est le but, hein, d'accord? Tout à fait. Alors, c'est le fondement de la science. Oui, et rappelez-vous, Tanguy, je vais à nouveau citer Einstein. Einstein, c'est celui qui nous dit, au fondement de toute science, il y a finalement une croyance. Ne serait-ce, je fais des rappels avec ce qu'on a dit avant, hein, ne serait-ce que la croyance dans le fait que l'univers
est mathématique ou mathématisable, ou que l'univers obéit aux lois de notre raison. L'univers est susceptible d'une rationalisation. Voilà, il y a cette croyance-là. Finalement, le fleuve, on peut le dire en termes un peu plus poétiques si vous voulez, hein, et à nouveau, je ne fais que des rappels, le fleuve de la pistis et de l'épistémé, les fleuves, pardon, de la pistis et de l'épistémé se confondent. Alors ça, il faut notre plume, hein, Aurélie, je vous sollicite. Notre plume est notre traducteur ou traductrice. Les fleuves de la pistis et de l'épistémé sont amenés à se confondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Bon, déjà, il faut savoir de quoi on parle. La pistis, ça veut dire la croyance en grec. Et épistémé, ça veut dire la science. Donc vous voyez, Tanguy a fait une remarque en disant c'est le fondement de la science. Et ça me fait rebondir sur Einstein qui disait le fondement de la science, en fait, c'est la croyance. Ne serait-ce que la croyance dans le fait que l'univers est réductible aux lois de notre raison, ou est susceptible d'être appréhendé, au moins en partie, par l'intermédiaire des lois de notre raison. Ça veut dire donc que le fleuve de la pistis et de l'épistémé peuvent se confondre, le fleuve de la croyance et de la science peuvent se confondre. Merci beaucoup Aurélie. Et c'est d'ailleurs ce à quoi a invité l'un des pères de la physique quantique, ma conception du monde ou le Veda d'un physicien, du coup, qui finalement nous montrait que l'avenir de la science, c'était justement la réunion de ces deux fleuves. Donc, voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut reprendre effectivement notre phrase qu'on n'a pas encore finie. La démonstration est un discours où certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement du seul fait de ces données. Alors, certaines choses étant posées, grâce à Noureddin, on a ajouté que c'était indémontré et indémontrable. On a donc posé la problématique, la démonstration est-elle un colosse au pied d'Achille? Et je vous ai dit, en effet, qu'est-ce qui nous garantit la vérité de ces prémices? Alors, je vais faire une petite parenthèse, toujours dans cette introduction, c'est que Aristote y avait déjà pensé, d'accord? Et là, je vais à nouveau, mon rôle, c'est de vous apporter du vocabulaire. Donc, Aristote y avait déjà pensé et il avait catégorisé 3 types de syllogismes à partir justement de la qualité des prémices de départ, à partir de la nature des prémices de départ. Alors vous allez me dire, est-ce que ça résout le problème? Pas forcément. Mais est-ce que ça résout le problème de cette véracité des prémices? Pas forcément. Mais en tout cas, il y a une tentative de classification qui nous faut remarquer, puisqu'elle est présente dès l'Antiquité. Alors, premier type de prémisse, premier type de syllogisme, excusez-moi, le syllogisme démonstratif qui advient lorsque vous avez en fait des prémices qu'on considère comme vraies. Alors vous voyez, le problème, il n'est pas vraiment résolu parce que, à nouveau, la question se pose. Qu'est-ce qui nous garantit la véracité de ces prémices? Donc oui, on a affaire à un raisonnement déductif, c'est-à-dire qu'à partir de là, la démarche scientifique, ça va être de se baser sur des prémices qu'on considère comme vraies, qui ont ce caractère d'évidence, et à partir de là, on va déduire on peut ici citer Descartes et se rappeler ce que Descartes appelait des longues chaînes de raison. On peut, alors un raisonnement, attention, un raisonnement inductif, parce qu'on induit une loi générale. Rappelez-vous, alors là je fais une petite précision, parce que je vois que Tanguy, ça pourrait être plus clair, il me semble. Rappelez-vous bien de la différence entre l'induction et la déduction. L'induction, c'est finalement le fait de généraliser. D'accord? C'est une démarche scientifique qui part des cas particuliers et qui aboutit à une loi générale. Avec toujours le risque de ce que Bachelard a appelé un fait polémique, c'est-à-dire le fait qui contredit la théorie. Et Russell se moquait de la fameuse dinde inductiviste parce que c'est en fait une petite histoire qui raconte, c'est l'histoire d'une dinde qui voit le fermier apporter toujours le grain, et puis jusqu'au jour où il vient lui tordre le cou. Donc le fait polémique, c'est le fermier qui lui tord le cou. Donc vous retenez bien cette expression, c'est-à-dire que, bon, on peut dire tous les corbeaux sont noirs jusqu'au jour où on rencontre un corbeau blanc. Et peut-être que c'est comme ça que la science avance, justement, avec ce fait polémique. Mais induire, donc pour répondre à votre remarque, Tanguy, induire signifie partir de cas particuliers pour aboutir à une théorie générale. Et déduire, c'est l'inverse. C'est vous avez la théorie et vous allez en déduire quelque chose par rapport au cas particulier. Donc, voilà. Alors, le raisonnement hypothético-déductif, c'est vous partez d'une hypothèse qui elle-même part de plusieurs cas particuliers et en effet, vous allez... c'est vrai qu'il est un peu mal nommé, on aurait plutôt dû l'appeler
Enfin, soit hypothético-inductif ou hypothético-déductif. En tout cas, les deux seraient possibles ici. Voilà, donc c'était une petite précision ici. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je reprends donc la classification qu'Aristote nous a faite. Donc, tout le monde a compris, le syllogisme démonstratif, il part de prémices vraies. Et Aristote, il était très clair là-dessus. Pour lui, une science était démonstrative ou n'était pas. Savoir, si vous voulez, il va donner une définition. Il nous dit, savoir, c'est connaître par le biais de la démonstration. Donc la connaissance est démonstrative, la science est d'ordre démonstratif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on extrait une conséquence de ça. Ça veut dire que c'est un discours contraignant, que ça ne vous ôte aucunement votre liberté de penser, c'est la raison en acte qui vous permet de mettre en évidence l'effort de votre pensée, mais qui ne nous empêche pas donc l'exercice de votre liberté de penser. Mais en même temps, il y a quelque chose de contraignant. Et je vous dis ça parce que ça nous permet de distinguer en fait démonstration et interprétation. On peut ici formuler une phrase importante et cette phrase, ce qu'elle a d'intéressant, c'est pas la poésie, comme tout à l'heure avec la pistis et l'épistémé, je l'aime bien parce que je la trouve assez dense intellectuellement. C'est l'idée, enfin je vous la redonnerai tout à l'heure, je la reprends ici, mais en gros, je vous la redonnerai tout à l'heure. Alors, allons-y maintenant, ce sera plus simple, c'est la différence avec l'interprétation. Autant on peut dire que la démonstration est contraignante, autant on peut dire que du côté de l'interprétation, le conflit des interprétations semble consubstantiel à la nature même de l'interprétation. Alors je vais répéter ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc la démonstration semble contraignante, c'est QFD, vous ne pouvez pas penser autrement si vous avez fait l'effort de suivre le raisonnement, vous ne pouvez pas être amené à une conclusion différente. La conclusion est nécessaire. En revanche, en ce qui concerne l'interprétation, le conflit des interprétations semble consubstantiel à la nature de l'interprétation elle-même. D'accord? Bon, ça, c'est une phrase très importante. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire définir? Ça veut aussi dire distinguer. Donc, vous définissez la démonstration d'une manière apophatique, c'est-à-dire en disant ce qu'elle n'est pas. Démontrer, ce n'est pas interpréter, dans la mesure où la démonstration est un discours contraignant, alors que l'interprétation amène un conflit des interprétations consubstantielles à la nature de l'interprétation elle-même. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est le concept. Maintenant, il faut l'exemple. Je vous invite à regarder les concours d'éloquence sur Internet et les premiers prix, vous les avez sur YouTube. Il suffit de taper concours d'éloquence et vous allez voir, on apprend beaucoup à regarder ça, c'est-à-dire le concept et après l'exemple. Et l'exemple ici, on peut par exemple citer Baudelaire. Quand Baudelaire écrit L'alchimie de la douleur dans Les fleurs du mal, il parle de Hermès. Hermès qui toujours m'intimida, tu me rends l'égal de Midas, le plus triste des alchimistes. Bon, on peut se dire, là, on a affaire à quelque chose qui va stimuler l'interprétation et non pas la démonstration, puisque déjà, Hermès, on peut se dire, est-ce que c'est Hermès, le messager des dieux, ou est-ce que c'est un autre Hermès un peu moins connu, mais qui serait plus en rapport avec le poème, Hermès Trismégiste, qui était un alchimiste reconnu et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'alchimie. Bon, donc vous voyez finalement, on n'a pas de réponse exacte. Et peut-être que dans le cadre de l'interprétation, ce conflit des interprétations est même voulu par l'auteur. Vous voyez? Donc c'est la grande différence. Alors, je relis la phrase. Merci beaucoup Aurélie. La démonstration semble contraignante, mais le conflit des interprétations semble consubstantiel à la nature de l'interprétation elle-même. Voilà. Là, vous avez en effet une différence marquante et vous pouvez donner effectivement illustrer à partir, par exemple, de Baudelaire. Voilà. Donc, ici, c'est donc pour vous dire, voilà, Aristote, il considérait que que savoir, c'était connaître par l'intermédiaire de la démonstration, et que une science était démonstrative ou n'était pas, elle ne tolérait pas finalement le débat. Et le syllogisme démonstratif, c'est le syllogisme où les prémices sont vraies. Ce que je peux rajouter à ça, c'est justement l'opposition avec Platon. On l'avait déjà vu en cours, c'est finalement un débat sur le débat. Oui, l'interprétation est subjective, tout à fait. Et donc le débat sur le débat entre Aristote et Platon. D'accord? Aristote, vous l'avez compris, une science est démonstrative ou n'est pas. Platon nous dit au contraire, l'essence de la science, c'est le dialogue. L'essence de la science, c'est le débat. La science est d'essence dialogique. Voilà. Donc ils vont chacun mettre l'accent sur des choses différentes. Et toute la question, c'est de se dire, est-ce que le déploiement de la science aujourd'hui donne raison à Aristote ou à Platon?
Eh ben, un peu des deux, en fait, hein, parce que vous voyez que finalement, si on prend par exemple la démonstration de l'atome, qui a été faite par Jean Perrin à partir de travaux d'Einstein et aussi à partir de ce qu'on a appelé le mouvement brownien. On a démontré l'atome de façon expérimentale. Donc, vous voyez, l'expérience peut démontrer quelque chose, hein. On peut vous poser un sujet pour le bac. Que démontre l'expérience? Ici, l'expérience a démontré que quand on mettait des grains de pollen dans une goutte d'eau, il y avait un mouvement perpétuel qui ne s'arrêtait jamais. Et ce mouvement perpétuel, on l'a appelé mouvement brownien, du nom donc ce fameux Brown, qui observait justement le pollen. Et en fait, il était botaniste, il me semble. Et en fait, si vous voulez, ce mouvement perpétuel, on l'a rendu, on a sauvé les phénomènes, on l'a expliqué à partir du choc des molécules les unes contre les autres, donc molécules elles-mêmes faites d'atomes, et on a rendu compte de ce phénomène justement à partir de l'imagination de ces chocs permanents. Donc il fallait bien des atomes pour que ces chocs apparaissent. Vous comprenez? Donc là, on peut se dire, bah, ça donne raison à Aristote, parce que finalement, on a tranché. Et il n'y a plus, au début du XXe siècle, il faut bien vous imaginer qu'il y avait ceux qui croyaient en l'existence de l'atome et ceux qui n'y croyaient pas. C'était quelque chose qui était de l'ordre de la pistis. Bon, bah, à partir de la démonstration expérimentale de l'atome par Jean Perrin, à partir des équations d'Einstein et du mouvement brownien, et bien là, on a tranché, vous comprenez? Donc on a donné raison à Aristote, on a dit une science est démonstrative ou n'est pas. Il y a un consensus nécessaire qui ne peut pas ne pas être. Bon, mais en même temps, on voit bien que les crises en sciences et les changements de paradigme et ce que Thomas Kuhn a mis en œuvre dans la structure des révolutions scientifiques, on voit bien en fait que ça donnerait plutôt raison à Platon avec cette idée de dialogue, cette idée que le consensus peut être trompeur. Et à nouveau, c'est Descartes qui nous dit, c'est pas parce qu'un grand nombre d'individus ont pensé ça que c'est forcément vrai. Bon, enfin, vous en pensez ce que vous voulez, mais je vous donne juste de l'eau à ces deux moulins, que sont ces deux idées. Donc la science est démonstrative ou n'est pas, Aristote, et puis Platon, une science au contraire est d'essence dialogique. Elle inclut, ça veut dire, elle inclut le débat et le dialogue. Alors, on est toujours en train d'analyser la phrase et on se rend compte qu'on peut dire beaucoup de choses. On peut dérouler l'intégralité du grand 1 à partir du commentaire de cette phrase. C'est l'objectif. On en était à la deuxième caractérisation, deuxième type de syllogisme chez Aristote. Il va entrevoir l'idée que les prémices peuvent être simplement probables. D'accord ? Et dans ce cas, il va parler de syllogisme dialectique. D'accord ? Voilà, donc vous avez tous retenu. Deuxième type de syllogisme, les prémices sont probables et là, on a un syllogisme dialectique. Troisième type de syllogisme, les prémices sont fausses et là, on a un syllogisme qu'il appelle soit rhétorique, soit sophistique. Un terme très péjoratif, vous savez à quel point les sophistes ont été décriés et à quel point la philosophie s'est construite dans une opposition à la sophistique. C'est le passage étudié par Foucault, notamment dans l'ordre du discours. C'est le passage qui s'opère au VIe siècle avant Jésus-Christ et au Ve siècle avant Jésus-Christ, passage de la sophistique à la philosophie. Bon, alors vous avez tous retenu, c'est bon pour tout le monde? Dites-moi, hein, si vous voulez qu'on répète, il n'y a aucun problème. Donc là, vous avez les trois, de toute façon, hein, c'est enregistré, le cours est enregistré, je pense qu'il est très bon de le réécouter après, hein, c'est pas en une seule fois qu'on apprend quelque chose. Il y a plusieurs écoutes qui peuvent être faites, et donc... non seulement plusieurs en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité, des écoutes différentes. Donc je vous disais, voilà, si c'est clair pour vous, on passe à la suite. Sinon, vous me dites. Donc 3 types de syllogismes chez Aristote en fonction du degré de certitude lié aux prémices. Alors, je reprends la phrase du début. Donc, est un discours où certaines choses étant posées. Tout ça, on l'a analysé. Hein, je crois que là, on a fait le tour. Quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement du seul fait de ces données. Alors, tout le monde est là, donc n'hésitez pas à poser des questions. Du coup, il faut préciser que la conclusion apparaît comme non contingente. La conclusion est nécessaire. Alors, vous êtes là, hein, j'ai l'impression que je parle pour tout le monde là, enfin, je ne veux pas parler dans le vide. Hein. Juste, non mais vous avez compris, tout est clair, voilà, c'est important parce que comme on est dans ce système, on parle quand même face à un ordinateur, c'est pas du tout pareil, donc... l'interaction est encore plus importante.
Tout est clair. Merci Camille, merci beaucoup. Génial. Donc, je vous disais, en fait, ce qui va être important dans cette deuxième partie de phrase, on a bientôt terminé le grand 1, hein, mais bon, ce qui est important, c'est la nécessité. Vous voyez, vous, votre travail en termes de méthode, ce qu'il faut que vous gagnez, c'est l'idée, quels sont les mots-clés? Et on passe pas beaucoup de temps à développer juste pour le plaisir. C'est surtout parce que c'est nécessaire, vous voyez. Donc là, ça va être un peu moins nécessaire, donc on passe un peu moins de temps. Simplement, le mot-clé, c'est nécessité. Donc vous voyez que là, ce qui apparaît, c'est que la conclusion, elle est nécessaire. D'accord? Elle est nécessaire, elle ne peut pas ne pas être, et donc elle n'est pas contingente. D'accord? Voilà. Donc on a affaire d'une certaine manière à un transfert de vérité. C'est-à-dire que la vérité va être transférée des prémices à la conclusion. Et ce transfert de vérité n'est pas tautologique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un apport de connaissances, c'est aussi ça le paradoxe, c'est qu'on progresse, on avance, et il y a quelque chose qui va être fécond ici, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais continuer dans ce grand 1 avec des remarques un petit peu à droite à gauche. Donc toujours, ah oui, je vous avais dit, voilà, il y a une autre chose importante dont je voulais vous parler. On a parlé tout à l'heure d'Einstein. Donc là, ce serait l'équivalent du petit 2 du grand 1, d'accord? Là, on a fait un premier moment, et le premier moment, vous l'avez compris, c'est qu'en fait, on a analysé la phrase d'Aristote. Il tient sur une citation, ce premier moment. Bon, d'accord, c'est clair, au niveau de la structure, c'est important que vous voyez les structures à l'œuvre, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien, finalement, plutôt les donner à la fin qu'au début, parce que si on les donne au début, on ne les voit pas apparaître de façon flagrante. Donc là, en fait, ce qui est flagrant, c'est que pendant ce grand 1, on a analysé la phrase d'Aristote. Maintenant, ce qu'on peut faire en petit 2 du grand 1, c'est toujours prolonger donc, les considérations introductives et à partir d'Einstein. Reprenons cette idée d'Einstein qui nous dit en fait, plus vous êtes génial, plus vous êtes un savant génial, plus vous allez donner de l'importance à l'intuition. En gros, je vous l'ai dit tout à l'heure, son idée c'est ça. D'accord? Et ce que je voulais vous dire à partir de là, c'est quoi? C'est un débat qui a eu lieu, et vous, après, c'est à vous de vous dire, mais qu'est-ce que j'en pense? Comment je me positionne? C'est ça l'intérêt des débats. Un débat qui a eu lieu, en tout cas, qu'on peut reconstruire entre Descartes et Pascal. On l'avait déjà un petit peu dit, et donc en fait, en gros, c'est un rappel. Alors, est-ce que vous vous rappelez de comment Descartes aborde l'intuition? Comment est-ce qu'il va la considérer en opposition, donc vous l'avez compris, avec Pascal? Intéressant, passionnant même. Je vous guide, je vais vous donner un indice. L'indice, c'est quand on dit de quelqu'un qu'il est cartésien. Ça a un sens. Ah, Quentin est de retour. Content, Quentin, qu'on vous n'avez pas vu écrire. Impression, on ne parle pas d'impression, on parle d'intuition. Et non, justement. Alors, en fait, chez Descartes, l'intuition est intellectuelle. D'accord? Elle est purement intellectuelle. Alors, l'intuition, oui, voilà. Je pense que ce que vous vouliez dire, c'était l'intuition est à l'inverse de la réflexion. Oui, parce que, merci, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'intuition, elle est immédiate. Elle est ce dont Nietzsche se moquait un peu, cette lorgnette sur l'être, cette espèce d'accès direct à l'être, voilà. Et en effet, la réflexion, c'est un raisonnement qui contient plein d'étapes, qui n'est pas du tout immédiat. D'accord? Donc, tout à fait. Alors, vous nous dites, Tanguy, le doute est intuitif, c'est-à-dire immédiat. Je ne sais pas, parce que le doute, rappelez... Ah, oui, voilà, c'est ça, contre-intuitif, bien sûr, réfléchi, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc vous avez compris, hein, chez Descartes, l'intuition est d'ordre intellectuel. Alors que chez Pascal, l'intuition, elle est sensible, elle est cette vérité du cœur, ce qui est à la base de raisonnement mathématique. Par exemple, nous sentons... dans le cadre de cette intuition, le caractère infini des nombres, les 3 dimensions de l'espace, l'idée de temps. Et c'est la phrase de Saint-Augustin que je vous ai déjà donnée, hein, lorsque personne ne me le demande, je sais ce qu'est le temps, mais lorsque quelqu'un me le demande et me presse de l'exprimer, je ne le sais plus. Donc il y a des tentatives de définition qui apportent plus d'obscurité que de clarté. Et c'est effectivement ce que soulignait Pascal. Hein. Il appelait ça des mots primitifs. Le temps en fait partie, l'espace aussi, les 3 dimensions de l'espace. Et donc, si vous voulez, l'idée de Pascal, c'est de dire, définir ça, introduire, comme l'a souligné Quentin, introduire le régime de la réflexion dans ce qui, au contraire, se rattache à un régime intuitif, est très problématique. Parce que ça va apporter justement plus d'obscurité que de clarté, par rapport à quelque chose qui est d'emblée clair, qui se saisit de façon intuitive, mais dans une intuition sensible. Donc vous voyez, le débat est intéressant.
parce que pour Descartes, ça reste quelque chose d'intellectuel, alors que chez Pascal, l'intuition est sensible. D'accord? Donc Pascal, il nous dira, on est dans une impuissance à traiter quelque science que ce soit d'une façon absolument accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut justement dire cette part du cœur, cette part qui n'est pas rationnelle. Si vous voulez, à partir de la raison seule, la raison se trouve dans une impuissance à, à, à déployer une science dans un ordre parfaitement accompli, parce que à la base des raisonnements mathématiques, il y a quelque chose de l'ordre de cette vérité du cœur, de l'ordre de l'ordre de cette intuition sensible. Oui, alors j'allais le dire justement, merci Tanguy, comme la foi dans Dieu, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose. En fait, Pascal, il nous dit, vous ne pouvez pas traiter une science dans un ordre parfaitement accompli sans l'aide de forces surnaturelles. Et ce fameux Dieu, c'est le Dieu sensible au cœur, c'est un Dieu qui ne se prouve pas mais qui s'éprouve, et c'est exactement du même registre que ces vérités principielles à l'origine des démonstrations mathématiques. C'est-à-dire, c'est cette intuition, cette lorgnette sur lettre. Donc c'est pour ça, premier est aussi dernier, signifie aussi dernier, enfin... Il n'y a pas du tout de jugement de valeur, hein. Ce qu'on construit par la rationalité n'est pas d'une valeur plus noble que ce qui s'offre à nous par le cœur. Vous comprenez? Voilà, donc les vérités du cœur, Dieu sensible au cœur est quelque chose de l'ordre de la foi. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, je vous l'ai déjà dit, ça désigne avant tout le rapport à Dieu. Et qui est du même registre que ces fameux premiers principes. Alors ce que je voulais vous dire ici, c'est que donc à partir de là, ces vérités, ce Dieu sensible au cœur, ces vérités du cœur, cette intuition sensible, elle est, si vous voulez, en fait, elle n'est pas contre la raison, elle est juste au-delà de la raison, ou en deçà, comme vous voulez, mais ça revient un peu au même, première ou dernière, enfin. Et du coup, Pascal nous dira juste, on a affaire à deux ordres, donc il faut reconnaître ces deux ordres dans la connaissance, et on en parle puisqu'on parle de cette intuition sensible qui se rattache à ce deuxième ordre des vérités du cœur. Et donc il serait aussi absurde de demander au cœur son assentiment par rapport à ce qui se construit rationnellement que de demander à la raison de vérifier les vérités du cœur. Voilà, on doit juste reconnaître ces deux registres. Se sentir dans la présence du divin. Alors vous savez bien, Tanguy, que Pascal, le Dieu de Pascal, c'est aussi le Dieu qu'on associe au pari de Pascal, mais c'est aussi le Dieu qu'on associe à cette... Alors, je vais vous répondre tout de suite après, Noémie, mais c'est le Dieu qu'on associe à cet état de grâce qu'il a vécu. Je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler un tout petit peu la vie des philosophes. Donc, Pascal, il est mort très jeune. Il n'a pas atteint 40 ans, d'accord? Et il souffrait de violents maux de tête toute sa vie. Il a eu des migraines. Bon, mais ça ne l'a pas empêché de découvrir l'état de grâce. Et une nuit, en novembre, il est touché par la grâce, ça va le marquer à jamais, ça va repositionner, ça va pas le faire abandonner les mathématiques ou la géométrie, mais ça va repositionner son rapport aux mathématiques. Et du coup, il va être l'exemple d'un grand scientifique qui a aussi appréhendé le divin. Donc se sentir dans la présence du divin, y compris en faisant des mathématiques et à partir donc de cet état de grâce. Alors Noémie, vous écrivez, l'ordre des vérités du cœur et l'ordre de la raison. C'est ça, c'est-à-dire ces vérités principielles. Alors je vais préciser, mon but là c'est de développer par rapport à votre phrase et que vous en soyez capable. On pourra faire des petits jeux, des petits exercices sur comment développer ceci, cela. Donc l'ordre des vérités du cœur, on précise, il est principiel, il est à la source des raisonnements mathématiques. Il est premier. La définition de ces vérités apporte plus d'obscurité que de clarté. Il se rattache à des exemples comme le temps, l'espace, le caractère infini des nombres. C'est les exemples qu'on donne classiquement. Et il est du même registre que la foi. C'est ce Dieu sensible au cœur qui peut-être garantit tout l'édifice du savoir. En tout cas, c'est du même registre. D'accord ? Voilà, il a une importance extrême, il est donc aussi important, si ce n'est plus, que l'ordre rationnel, qui lui se rattache aux vérités classiques, obtenues dans le cadre d'une réflexion, et obtenues à partir de ce système hypothético-déductif dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Bon, donc normalement là ça devrait être clair. Donc tout ça c'était dans ce petit 2, un premier point dans le petit 2 du grand 1, où il est question... en fait, de distinguer. Voilà, maintenant, vous êtes censé être au clair sur la distinction, sur les différentes manières d'appréhender l'intuition chez Descartes et chez Pascal. Ok ?
Bon, alors, ce que je voulais faire maintenant, c'est toujours continuer à vous apporter d'autres informations qui me semblent essentielles dans le cadre de cette introduction. Alors, continuons. Petit 2 du grand 1. Je vais vous poser des questions. Je pensais faire comme ça. Alors, il faut... Bon, avant de vous poser des questions, je vais vous redonner des éléments tout simples. Donc, vous avez remarqué, la démonstration ne fait pas du tout appel à la sensation, elle n'emprunte rien à l'expérience. Et Aristote le dira aussi d'une manière remarquable. Il dit en fait, même s'il était possible de percevoir que le triangle a ses angles égaux à 180 degrés, même si on pouvait le percevoir directement, que ces angles sont égaux à deux droits, à deux angles droits, on en chercherait encore une démonstration. Vous voyez, on ne serait pas satisfait par les choses qu'on observe. Donc ça veut bien dire qu'on est dans un au-delà de la sensation, dans un au-delà de l'expérience. Donc c'est important de pouvoir dire ça. Mon objectif avec ce cours, c'est de permettre que vous soyez capable de parler de façon très fluide, un peu voilà, dans le cadre de ces concours d'éloquence, de parler sans vous arrêter de la démonstration et d'avoir plein de choses à en dire de façon fluide et libre. Voilà. Alors, donc vous avez cette remarque. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la démonstration, le deuxième point dans ce petit 2 du grand 1, c'est que la démonstration fait autorité, si vous voulez. Elle est l'autorité de la raison et c'est une sorte de raison en acte. On a parlé d'ordre du discours et on peut proposer cette phrase que j'aime bien, qui est un peu une manière de jouer sur les mots et qui a une sorte de chiasme. Alors là, je vais à nouveau avoir besoin de notre plume qui se reconnaîtra. Donc en fait, c'est-à-dire que les arguments d'autorité sont ruinés par l'autorité de la démonstration. Vous voyez, c'est une manière de dire, en fait, ce qui va valoir, c'est pas le prestige de la tradition, c'est pas ça, c'est cet enchaînement de propositions rigoureux. Et du coup, c'est intéressant, hein, les arguments d'autorité sont ruinés par l'autorité de la démonstration. Bon, j'aime bien cette phrase. Et donc, alors elle est de personnes en particulier, enfin, et donc, du coup, non, parce que parfois on me demande de qui est cette citation, mais enfin, là, c'est pas une citation en l'occurrence. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut se dire que c'est un enchaînement de propositions donc, qui a pour base des prémices, et ça, il faut l'accepter. Parce que lorsqu'on ne l'accepte pas, merci beaucoup, Aurélie, lorsqu'on ne l'accepte pas, en fait, cette idée qu'on a des prémices, comme l'avait souligné Noureddine, indémontrées et indémontrables, eh bien, on est poussé dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça, hein, lorsqu'on n'accepte pas le caractère nécessaire des prémices, le fait que finalement il y ait des bases pour le raisonnement qui ne sont pas susceptibles d'être démontrées, mais dit, Camille, ton tête pour l'instant, on appelle ça, attention, suspense, angoisse. Si nous sommes très avancés de savoir comment vous avez. Merci pour cette réponse. Donc, on appelle ça une régression à l'infini. D'accord? Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rappelez, on avait parlé de Sextus Empiricus. Sextus Empiricus, c'est qui? Sextus Empiricus, c'est un sceptique. D'accord? Empiricus, pardon. Empiricus, c'est un sceptique. Et en fait, il nous explique, il justifie le scepticisme à partir de 5 modes. Et parmi ces modes, il y a le mode de la régression à l'infini qui nous dit, finalement, pour être vraiment sûr de quelque chose, il faudrait le démontrer, et encore. Et puis, on ne peut pas démontrer tout. Et donc, si on voulait tout démontrer, il faudrait régresser à l'infini. Et en fait, on ne ferait que changer de postulat à chaque fois. Voilà le problème. Merci Tanguy. Le problème est que souvent, les arguments de la démonstration sont eux aussi basés sur des postulats. Voilà, c'est ça. On peut pas... C'est ça hein, qu'avaient montré les sceptiques, c'est qu'on ne faisait que changer de postulat. Il y avait ce caractère nécessaire des postulats, mais en même temps problématique. Bon. Parce que et donc on retombe sur la grande idée des sceptiques, c'est pas l'idée que vous allez rencontrer aucune vérité au cours de votre vie. C'est l'idée, qu'est-ce qui va pouvoir vous garantir au moment où vous serez confronté à elle qu'il s'agit bien de quelque chose de vrai? Rien. D'accord? Puisque le critère de l'évidence disparaît. Donc, ils sont prudents. Vous vous rappelez, ce sont des phronimos, des hommes prudents, des individus prudents. Donc, du coup, puisqu'aucun critère du vrai n'est là, on est toujours dans le doute, on ne sait pas, en fait. Et donc, on suspend son jugement, vous vous rappelez? Alors, je vous ai dit, on le voit tellement aujourd'hui avec toutes ces fake news, tout ce qu'on entend autour de le virus à telle origine et telle autre et telle autre. Bon, franchement, j'y repensais hier après vous avoir fait cours. Je me disais, mais vraiment, suspendre son jugement aujourd'hui,
Oh là là, ça fait vraiment du bien dans certains domaines parce que sinon on est perdu, hein. Donc les Grecs avaient ici un conseil important à nous donner, l'époké, la suspension du jugement qui permettait le calme intérieur et voilà, la fameuse ataraxie. Alors, sauf quand la vérité existe dans notre imaginaire collectif. Ben là aussi, rappelez-vous, soyons fidèles à Bachelard, Tanguy. C'est-à-dire que Bachelard, c'est aussi celui qui nous montre qu'il peut y avoir des préjugés collectifs. D'accord? Et en ce sens, c'est vrai que là, la vérité va avoir, enfin, pardon, cet imaginaire a une épaisseur, une densité psychologique importante, mais ça peut être des préjugés aussi, hein. Voilà, voilà, d'accord, vous dites ça, nous croyons tous dans des choses fictives. Bah, lisez Bachelard, ça va vous intéresser. Le nouvel esprit scientifique, il parle de ça. C'est passionnant. Psychanalyse du feu, enfin, il a beaucoup. Bachelard, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'imaginaire en rapport avec la science. Et on peut reprendre cet exemple de, vous savez, le fameux Kékulé là, qui découvre la structure cyclique du benzène en faisant un rêve, en voyant des serpents qui se mordent la queue. Voilà, j'ai pas de plus, je trouve pas d'exemple plus significatif de ce lien entre l'imaginaire et la science. Parce que vous voyez, finalement, il y a un exemple assez, un peu sexué en fait. Et qui va dans ce rêve, ce serpent qui se mord la queue, c'est la continuité de la création. Il y a évidemment une référence implicite à la sexualité. Et finalement, ça va être à l'origine d'un prix Nobel, d'une découverte scientifique. Bon, je vous en ai déjà parlé. Donc, de telle sorte que ces choses deviennent réelles parce qu'on y croit, c'est toute la puissance de la pensée, oui, d'accord. Comme l'État-nation, on ne peut pas nier l'existence d'un pays, sauf si tout le monde arrête de croire en son existence. Ok. Alors, vous nous ramenez à des considérations de philosophie politique aussi. Je sais que c'est votre, enfin, vous êtes intéressé par ça. Merci Tanguy. Alors, époquer, ça serait aussi suspendre son jugement sur l'époqué. Ah, Raphaël, je vous reconnais. La logique, la cohérence. Ça serait aussi suspendre son jugement sur l'époqué. Du coup, on suspend son jugement sur la suspension du jugement. Non, moi je pense qu'avec l'époqué, enfin, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais c'est juste l'idée. Vous aimez bien faire des boucles. Mais en fait, c'est l'idée que on suspend son jugement et donc pas de problème puisqu'on va aussi suspendre son jugement. Enfin, est-ce que ça pose problème en fait? C'est juste que l'époqué va à nouveau rajouter de la densité à cette importance de la suspension du jugement. D'accord? Mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, on a beaucoup reproché aux sceptiques de dire en gros, on peut l'exprimer plus simplement en disant il est vrai que rien n'est vrai. Bah, c'est un problème. Parce que c'est une manière de dire. Enfin, vous l'avez exprimé autrement, mais ça revient un peu à ça, vous voyez. Il y a quelque chose en fait qui serait autocontradictoire, quoi. Parce que dire il est vrai que rien n'est vrai, c'est proposer une proposition qui s'accepte du régime même de ce que vous mettez en évidence. Donc c'est un problème. Mais bon, pour vous répondre, Raphaël, en fait, il y a plusieurs types de scepticisme. Par exemple, Hume, il déploie un scepticisme modéré. Et il se dit, bah voilà, moi je veux continuer à pouvoir marcher chez moi. Donc pour marcher dans mon salon, il faut bien que je croie que si j'avance, si ma volonté se déploie dans ce geste, enfin, faut bien que j'ai confiance en deux, trois choses. Et donc d'une certaine manière, Hume, c'est celui qui montrait que le scepticisme radical supposait un arrêt total de l'existence. Que ne serait-ce que pour vivre, il fallait pardon, quand même avoir confiance en deux, trois choses. Voilà. Donc, il est vrai que rien n'est vrai, c'est plutôt, il faudrait le formuler autrement pour perdre le paradoxe, et il faudrait dire, voilà, l'idée des sceptiques, c'était de dire, revenons à ça, ce critère de la vérité. Nous n'avons pas de critère de la vérité. Voilà, c'est tout. On en revient à ça, comme ça, on enlève le paradoxe. Mais bon, Raphaël, c'est toujours bien de... C'est surtout des... Ça vous plairait, Wittgenstein, je pense, parce que Wittgenstein s'est intéressé au jeu de langage et a montré que finalement, en fait, les problèmes que vous posez sont aussi des problèmes liés au langage. Alors, l'argent, par exemple, ben justement, des faux billets. Vous voyez, des faux billets, c'est un abus de langage aussi. Parce que vrai et faux se rattachent à... c'est une caractéristique qui est censée être une caractéristique des propositions et non des choses, la vérité. Comment on écrit époqué? Merci Camille. Époqué, E-P-O-C-H-E. Alors, en fait, c'est comme ça, très exactement. E-P-O, comme ça. Vous voyez, c'est ça l'époqué. Alors... voilà, donc c'est presque ça, c'est juste l'accent circonflexe. Donc, Tanguy, leurs valeurs ne dépendent que de notre croyance, foi. Attention, foi, c'est l'organe, hein. FOI sinon. Hein. Foi dans le système bancaire, mais il est faux de dire pour autant qu'ils n'ont aucune valeur. De quoi vous parlez, Tanguy? Qu'est-ce qui n'aurait aucune valeur? L'État-nation? Vous êtes resté là-dessus, je veux bien que vous précisiez. Des billets de 20 euros, bah oui, oui, bien sûr. Et voilà, vous aimez bien, Tanguy, vous aimez bien la question, enfin
l'idée du relativisme à chaque fois. L'argument, vous savez, hein, c'est l'un des modes aussi défendus par Sextus Empiricus. Pourquoi est-ce que la vérité est inaccessible? C'est parce qu'elle est toujours une relation. En soi, dans l'absolu, c'est toujours une relation. C'est ça, j'imagine, que vous avez en tête. D'accord. C'est comme dire cette phrase est fausse. Ben là, c'est différent, cette phrase est fausse. Non, c'est pas comme dire ça, Mehdi. Pourquoi? Parce que cette phrase est fausse. Si on dit que la vérité, c'est une caractéristique des propositions et non des choses, cette phrase est fausse. C'est tout à fait possible. Parce que si je dis, dans la pièce dans laquelle je me trouve, il y a 4 pianos face à moi, c'est faux. Donc, parce que c'est faux, parce que c'est pas en corrélation avec ce qui est. Vous voyez? Adequatio mens ad rem, l'adéquation entre mon esprit et la réalité. Bon. Alors, voilà, j'espère avoir répondu à votre remarque, Mehdi. Alors, du coup, donc, pourtant on considère que c'est vrai. Ça me fait penser au mode de la relation selon Sextus Empiricus. Voilà. La banque le pense. Ben, c'est une relation, c'est relatif. C'est précisément l'idée du système. Systemare en italien, ça veut dire caser, mettre à une place. Donc vous voyez, c'est intéressant cette idée du système, de l'organisation. Voilà. Alors, non, ce que vous dites après-midi, c'est le paradoxe du menteur. C'est un menteur qui dit qu'il ment. Mais c'est pas écrit comme ça veut plus rien dire. C'est un menteur qui dit je mens. Et c'est là qu'on peut dire si c'est vrai, c'est faux. Et si c'est faux, c'est vrai. Vous comprenez, hein? Voilà. Ben oui, mais il faut le début. Alors du coup, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est l'inverse. Vous connaissez tous cette blague de philosophe. Voilà, bon. Alors, donc, je vous imagine tous rire derrière vos écrans, ou bien rire... Enfin, je sais comment vous riez à ce genre de blague, donc je vous imagine très bien. Alors, voilà. Ou bien ne pas rire, c'est ça. Être ou ne pas être, telle est la question. Rire ou ne pas rire, telle est la question. Mehdi, exact. Bon, alors du coup, on va soyons un peu plus sérieux, je propose. Assez ri. Donc, vous vous rappelez Sextus Empiricus, la régression à l'infini. Est-ce que quelqu'un pourrait me proposer une définition pour l'axiome? Là, par exemple, je pense à Noureddin, qui nous a quittés. Où est Noureddin? Pardon. Alors, Noureddin, j'ai eu peur. Non, mais je pense que... Enfin, voilà. Alors, du coup, axiome. Non, mais c'est comme vous aviez proposé des réponses qui pouvaient laisser penser que vous pouviez avoir cette réponse-là. Axiome, proposition indémontrée et indémontrable qui s'impose à l'esprit par son évidence. Noureddin nous a quittés. Je sais pas. Ah non. Donc, proposition. Pourquoi Noureddin? Eh ben, c'était parce que souvent, la dernière fois, vous aviez répondu Niels Bohr. Là, vous aviez cité le mot postulat. Je me dis que vous êtes... Enfin, en général, vous fournissez des réponses tout à fait pertinentes. Voilà. Donc, exactement, Mehdi, tout à fait. Donc, proposition indémontrée et indémontrable qui s'impose à l'esprit par son évidence. Voilà, par rapport à l'action. D'accord? Donc, que vous dire d'autre? C'était les remarques que je voulais vous apporter. Donc là, on a fini le petit 2 du grand 1. Est-ce que ça va? Donc, à ce stade parcours, il va falloir... Je vais évidemment pas enchaîner tout de suite avec un grand 2, parce que là, quand même, vous avez plein de matières, d'accord? C'est comme un peintre qui aurait plein de peintures et il faut déployer quelque chose. Donc là, vous avez une matière tout à fait conséquente. Et je vous propose plusieurs jeux ou plusieurs exercices. Moi, j'aime bien appeler ça des jeux philosophiques. Avec un petit jeu de mots sur le jeu qui devient JEU. C'est une mauvaise blague, là. Hein. Non, mais en gros, vous avez compris, donc je vais vous proposer plusieurs exercices. Alors, Noémie, l'axiome ne fait pas recours à l'évidence, n'a pas recours, hein, attention, on dit avoir recours, n'a pas recours à l'évidence intuitive, aucun des deux. Non, pas non plus à l'évidence. Alors, très bonne question, Noémie. Ni à l'évidence, merci, ni à l'évidence intuitive, ni à l'évidence tout court. D'accord? Je vous donne un exemple. Alors, vous anticipez sur le grand 2. Mais qu'ont fait Riemann et Lobachevsky, qui sont deux grands savants, deux grands scientifiques, deux grands mathématiciens? Ils ont dit, alors là, on va commencer avec Riemann, par un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer aucune droite parallèle à cette droite donnée. Donc, vous voyez, ça n'a aucun rapport ni à l'évidence intuitive, ni à l'évidence. C'est juste, on joue, justement. On fait, alors les mathématiciens, comment ils jouent? Ils font des édifices mathématiques. Donc, ils partent de ces axiomes, ceux qui veulent. C'est comme, ça doit être comme faire des Lego pour eux. Et du coup, à partir de ces axiomes, ils construisent des édifices intellectuels. Mais ça me fait penser tout de suite à Karim Ellis, qui a été le prix Nobel de chimie en 1993.
Karim Ellis, il part dans ces montagnes californiennes pour le week-end, le vendredi soir. Il a quelques heures de trajet. Et il raconte qu'il s'amuse à agencer, comme des Legos, des oligonucléotides. Bon, vous voyez, donc chacun ses jeux. Et nous, nos jeux sont philosophiques, puisque alors, je vais vous dire enfin de quoi il est question. Donc, juste avant, vous dites, Noémie, donc la définition n'est pas proposition à démontrer. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, très, très juste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux cas de figure. Et donc, j'en avais pas mal discuté avec un ancien collègue prof de maths. Soit vous considérez qu'il n'y a pas de différence entre axiome et postulat, et là, vous avez une définition qui fonctionne. Enfin, beaucoup de professeurs de mathématiques emploient les deux comme si c'était interchangeable. Donc ça, c'est une définition classique. Axiome, postulat, ça veut dire la même chose. Bon, dès lors que vous voulez introduire une différence, là si vous voulez, dans la définition que j'avais donnée, j'avais en effet pris ce parti pris de pas... Enfin, dans la définition de l'axiome que je vous ai donnée ici, on a, si vous voulez, on n'a pas la petite subtilité. Mais c'est vrai que dès lors qu'on fait la petite subtilité, il faudrait dire ça, c'est la définition du postulat. Tout à fait. Donc merci Noémie de revenir à ces deux exceptions plus ou moins précises selon qu'on inclut une distinction ou pas. Tout à fait. Super. Alors, un point en géométrie est indivisible. Oui, Tanguy, donc c'est par rapport à l'axiome, c'est ça? C'est un exemple, Tanguy, c'est un exemple d'axiome, c'est ça? D'accord. Oh, ben voilà, bah, très bien, tout à fait. Bah, demandez à votre prof de maths des exemples d'axiomes. Enfin, voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors voilà, oui. Je voulais organiser les activités maintenant. Maintenant, c'est le moment d'activité. Donc, vous allez choisir, vous allez avoir le choix. Premièrement, on peut mettre en place l'activité concours d'éloquence. Ça veut dire, vous relisez vos notes, vous prenez 2-3 minutes, 5 minutes, bon, voilà. Et je vais vous écouter après, vous allez démuter votre micro et on se met en mode concours d'éloquence, c'est-à-dire le but, c'est de parler le maximum de temps, à partir, voilà, Quentin, ça marche, hein, vous avez démuté votre micro, je l'ai vu. Ça a été très subreptice, très rapide, mais visible. Donc, en gros, concours d'éloquence, donc vous parlez le maximum de temps de ça, et il faut que ce soit, il faut longue chaîne de raison, c'est-à-dire c'est pas au gré, enfin si possible, il faut une structure, il faut une cohérence entre les idées. Et puis surtout, il faut donc jamais s'arrêter, et il faut dire des choses à chaque fois différentes, ne jamais se répéter. Donc en gros, et évidemment, voilà, c'était pour tester, Quentin, j'ai bien vu. Donc, en fait, il faut ne rien avoir écrit sous les yeux, hein. On fait ça. Là, ça dépend des fois, mais là, en effet, je vous ai fait cours sans support. Alors, c'est pas évident. Enfin, faut être très présent à ce qu'on fait. Et du coup, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que c'est ce que disait Aristote. On met en œuvre une citation ici, on va être cette raison en acte. Aristote, il disait, on ne sait une chose. Là, les élèves que j'ai au lycée, ils sont au courant, enfin, vous tous, vous connaissez. On ne sait une chose que lorsqu'on est capable de l'enseigner. Bon. Donc, on met ça en pratique. Et vous êtes... Enfin, la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on se prescrit. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais l'exigence, elle est là, d'accord? C'est vous qui posez l'exigence, ok? Bon, alors, du coup, ça, c'est le premier exercice qu'on va mettre en œuvre ici. Concours d'éloquence. On est d'accord? Donc, il y aura après d'autres types d'exercices. J'en ai annoncé plusieurs en effet. Là, c'est celui qu'on met en œuvre maintenant. C'est plus simple hein, de faire un à la fois. Je vais donc vous laisser 2-3 minutes et dès que quelqu'un se sent prêt, vous proposez par écrit vos candidatures et on vous écoutera. Alors, je ne peux pas vérifier si vous avez quelque chose sous les yeux ou pas, mais bon, je vous fais confiance et jouer le jeu, ça ne sert à rien de relire ce que vous avez écrit, hein. Voilà. C'est un exercice très stimulant et je vous l'ai dit également, plus on fait travailler son cerveau à vos âges, moins on a de chances de développer une maladie d'Alzheimer plus tard. Donc il y a au moins cet intérêt. Ok, d'accord, il est 14h05, donc vous avez jusqu'à 14h09, on va dire. Des questions, ben voilà, Mehdi, vous n'avez pas compris, il faut relire vos notes, tout ce qu'on a fait, vous relisez, vous apprenez. Et après, on fait un concours d'éloquence à partir de ce support. Voilà, vous avez compris. Je vous dérange plus. Il est 14h09, vous avez eu 4 minutes. Qui est volontaire pour l'exercice en question? Semble-t-il, je précise, à tellement d'égards. Déjà pour votre vie professionnelle plus tard, prendre la parole en public, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses. Alors, qui est volontaire? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est très désagréable de désigner des volontaires.
Et allez, franchement, on va pas passer des heures comme ça. Oui, j'allais dire, moi j'avais ça en tête, hein, c'est vrai que... Mehdi, on vous écoute. Fallait pas désigner des volontaires. Mhm. On n'avait pas de micro. Mehdi sans micro. Oui, Lucie, vous êtes volontaire? Superbe exercice. Et c'est vrai que il faut prendre un... Enfin, ça suppose pas mal de courage. Parler tout seul, Mehdi? Driller. D-R-I-E-Z. Alors, qui veut bien prendre la parole? Allez, un exercice. On peut le faire comme si c'était une partition de piano à deux mains. Il peut y avoir deux élèves. Je me souviens que le micro d'Adrien marche très bien. Alors, Adrien, on essaie? Je vous propose que on commence un tout petit peu et dès que vous en avez marre, vous passez la parole à quelqu'un. D'accord? Dites voilà, quelques phrases et on va se relancer la balle comme ça. Adrien, c'est possible d'enlever votre mute? Ah, génial. Oui, allô? Ok, donc vous commencez, quelques phrases. Donc le principe, c'est pas de support, rien devant vos yeux, c'est juste ce que vous avez retenu. Et dès que vous en avez marre, vous relancez la balle à quelqu'un d'autre. Ok? Et du coup, sur le terme de la démonstration? On peut vous entendre? Oui, sur le thème de la démonstration, c'est ça? Attendez, moi il faut que je change de... faut que je fasse une petite manip pour pouvoir vous entendre, je me souviens. Ouais, mais c'est alors, attendez, un petit instant. Oh. Voilà, Adrien, je vous entends. Allons-y. D'accord. Du coup, sur le thème de la démonstration, c'est ça qu'il faut faire? C'est ça. D'accord. Du coup, on a fait comment ça s'appelle sur les axiomes, ce qui est indémontrable, mais ce qui paraît évident pour tous. Des choses, du coup, que au final, c'est plus de la démonstration, mais ça permet de tous se mettre d'accord et d'avancer ensemble. Et on a vu les démonstrations, par exemple mathématiques, où derrière, il y a un vrai raisonnement et faut être capable de le comprendre pour pouvoir également accepter cette démonstration et donc pouvoir l'appliquer. Et après, il y a les démonstrations divines et qui reposent plus sur la parole et sur des faits qui se sont passés ou déroulés, ou sur des choses que les gens ont vues. Et donc cette démonstration, elle est pas basée sur des choses réelles. Il faut croire en ce que l'autre dit pour pouvoir accepter la vérité. Voilà, c'est par rapport, par exemple, au statut des prémices, enfin des prémices qui peuvent être probables, fausses, ou c'est toute la question de la véracité des prémices. Ouais, d'accord. Moi, après, j'ai pas entendu le début du cours parce que j'étais pas là au début du cours. Du coup, je sais pas ce que vous avez dit pendant les 30 premières minutes. Du coup, voilà. Allô? Alors, vous m'entendez? Voilà, on n'entendait plus rien, c'est normal. J'ai là dans voilà, vous m'entendez, super. Bon, j'ai des problèmes pour vous entendre en même temps, donc comme ça, je vous demanderai moins de participer ou juste par écrit. Alors, ça vous arrange, j'imagine. Donc, du coup, on a terminé le grand A, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le grand 2, à partir de documents qui... Alors, est-ce qu'ils ont été mis... peut-être la qualité n'était pas très bonne. Alors, la qualité a été comprimée. Donc, un petit instant, je vais vous envoyer tout de suite les documents. En deux, c'est l'étude des éléments de géométrie d'Euclide. D'accord? Alors, les documents, normalement, je vais demander à Alexandre, ils ont été envoyés à nouveau pour garder en qualité. Est-ce que c'est possible donc de les mettre? Ces 4 pages correspondent à un texte qu'on va découvrir ensemble. Alors, est-ce que c'est bon pour les documents en question? Voilà. Donc, en tout cas, dans le pire des cas, vous les aurez à partir de 14h30. Alors, le texte, donc c'est le grand 2, les éléments de géométrie, un exemple autour de la démonstration. D'accord? Alors, c'est parti. Je vous lis le texte en question. Alors, ça commence avec donc la première chose qui est tourmenter les lecteurs d'Euclide. Un petit instant, je demande quand même que vos documents soient mis en ligne. Donc, que vous puissiez les lire en même temps. D'accord? Un petit instant. Alors, je vérifie. Donc, si vous les avez, où est-ce que c'est déjà? Donc, ici. Partie pour les copier du cours. Non, ils n'y sont pas encore. On va commencer une première lecture sans ces documents. Donc, la première chose qui est tourmentée les lecteurs d'Euclide, amis de la rigueur, c'est l'intervention des postulats. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les lecteurs d'Euclide, ils ont été gênés par le fait qu'on leur demande d'admettre, des choses qui n'étaient pas démontrées. Compris? Voilà. Donc, du coup, ils ont voulu démontrer ça. Il y a des postulats et... Ah, super. Merci beaucoup. Donc là, vous avez le texte en question. Merci beaucoup. Alors, je vais lire à partir de là pour que... Voilà. Donc,
Ils sont dans l'ordre, en plus, c'est génial. Page. On lit ensemble? Donc, la première chose qui est tourmentée les lecteurs d'Euclide, amis de la rigueur, c'est l'intervention des postulats. Le fait qu'on nous demande d'admettre des choses qui n'étaient pas démontrées. Ce qui a d'abord gêné, ce n'était pas proprement les 3 postulats qui figurent en tête des éléments, donc c'est les éléments de géométrie, c'est l'ouvrage d'Euclide, à côté des définitions et axiomes. Donc, vous voyez, là, on distingue bien postulat, ce qu'on nous demande d'admettre par le recours à l'évidence, et axiome, ce qui n'a plus ce caractère d'évidence. Donc, il y a beaucoup de définitions aussi dans les éléments de géométrie d'Euclide. Mais, après avoir commencé la chaîne de ces déductions, donc on reconnaît un peu l'expression chaîne de raison chère à Descartes, il arrive à 2 reprises à Euclide d'invoquer dans le cours même d'une démonstration, et pour les besoins de celle-ci, une proposition très particulière qu'il demande qu'on lui accorde, sans pouvoir la justifier autrement que par une sorte d'appel à l'évidence intuitive. D'accord? Donc cette fois-ci, évidence intuitive. C'est ainsi que pour démontrer sa 29e proposition, il lui faut admettre que par un point hors d'une droite ne passe qu'une seule droite parallèle à cette droite. Donc là, on est sur la 2e page. Tout le monde suit? Je répète, c'est dans la partie polycopiée du cours. Et vous avez les 4 pages qui viennent d'être mises. Alors, ça, vous connaissez tous, je vous en ai déjà parlé. C'est le 5e postulat qui sert à construire la 29e proposition. Ce postulat, on l'appelle le postulat des parallèles, et on l'exprime souvent de la façon suivante. Par un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une droite parallèle à cette droite donnée. Donc, on vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit ici, Robert Blanchet, donc spécialiste des mathématiques? On vous dit, le postulat des parallèles survenait ainsi comme un maillon étranger au système, puisque tout le système avait consisté en des démonstrations. Et cette fois-ci, on nous demande d'admettre quelque chose par le seul recours à l'évidence intuitive. Donc, comme un expédient. Alors, vocabulaire, qu'est-ce qu'un expédient? On l'a déjà vu, ce terme, on l'avait déjà travaillé, rencontré en tout cas, avec un texte de Platon. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution, d'accord? Donc, comme un expédient, donc c'est une solution destinée à combler une lacune dans l'enchaînement logique. Aux yeux des géomètres, il faisait figure de théorème empirique, c'est-à-dire de théorème relatif à l'expérience, d'accord? Donc l'expérience de ce qu'on peut tracer sur un tableau, par un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une droite parallèle à cette droite donnée. Bon, donc vous voyez pourquoi il serait question de théorème empirique. Pouvait être mise en question, mais dans la démonstration, restait à découvrir. Donc pour répondre à la remarque de Noureddin de tout à l'heure, ici on aurait affaire à quelque chose d'indémontré, mais non d'indémontrable. En tout cas, c'est ce que semble suggérer la phrase en question, et c'est ce qu'avaient en tête les savants qui se sont attelés à démontrer cela. Une démonstration qui n'existait pas dans les faits, mais qui pouvait en droit exister. On est d'accord, c'est la distinction en fait en droit. D'accord ? Les savants alexandrins, arabes et modernes s'y employèrent successivement, mais il se révélait toujours à l'analyse que les prétendues démonstrations se fondaient sur quelque autre supposition, demeurée le plus souvent implicite. On n'avait fait que changer de postulat. Donc on retrouve Sextus Empiricus et le mode de la régression à l'infini, finalement le fait que on doit bien reconnaître que certains postulats ne peuvent être démontrés, et ce sur quoi les sceptiques avaient insisté, c'était justement sur ce changement de postulat. On sait comment l'échec des démonstrations directes, c'est-à-dire des démonstrations qui utilisaient d'autres théorèmes déjà démontrés, on sait comment l'échec des démonstrations directes suggéra l'idée d'une démonstration par l'absurde. D'accord ? Donc c'est en général comme ça qu'on fonctionne en mathématiques. Lorsque les démonstrations directes échouent, on va penser aux démonstrations par l'absurde. On va donc prendre le contraire de ce qu'on cherche à démontrer, et on souhaite tomber sur une absurdité, ça nous aura permis de démontrer par l'absurde. Donc on passe à la page 3. L'échec des démonstrations par l'absurde aboutit bientôt, par un renversement du point de vue, à la constitution des premières géométries dites non euclidiennes. Alors ça, c'est important à souligner, il faut préciser ici, et vous pouvez donc prendre des notes par rapport à ce point. En fait, c'est un échec qui va devenir une victoire. On avait déjà pris un exemple de ce type. Je vous ai parlé de Fleming, qui a donné le nom à la rue dans laquelle est notre lycée. Il est parti en vacances, il a laissé ses boîtes de pétri, son voisin travaillait sur des moisissures, ces moisissures sont venues sur ces bactéries, et il s'est rendu compte d'un effet antibactérien. Donc un échec, il était un peu dans la lune, vous voyez, il aurait pu être un peu plus précautionneux. Bon, ça a généré en fait une victoire. Et de la même manière ici, l'échec des démonstrations directes, l'échec des démonstrations par l'absurde, va aboutir à un renversement du point de vue, c'est-à-dire à la constitution des premières géométries dites non euclidiennes, les géométries par exemple de Riemann et de Lobachevsky. Donc Riemann, par un point donné extérieur à une droite donnée,
on ne peut tracer aucune droite parallèle à cette droite donnée. À la base, c'était une tentative de démonstration par l'absurde, mais ça n'a pas marché. Et donc, ça a constitué des géométries non euclidiennes, c'est-à-dire qu'on a appris ça comme axiome, comme nouvelle axiomatique. Ou bien Lobachevsky, qui était un mathématicien russe, par un point donné extérieur à une droite donnée, on peut tracer une infinité de droites parallèles à cette droite. Et ça a donné une autre géométrie non euclidienne. Ça, vous pourrez l'étudier plus tard. On ne fait pas ça en terminale, mais si vous continuez de faire des mathématiques plus tard, vous travaillerez à partir de géométrie non euclidienne. Enfin, vous travaillerez aussi à partir de géométrie non euclidienne. La portée épistémologique de ces nouvelles théories est considérable, c'est-à-dire, vous savez, épistémé, c'est la science, donc la portée scientifique. Et on peut remplacer épistémologique par relatif à l'épistémé, relatif au savoir, et donc relatif à la science. La portée épistémologique de ces nouvelles théories est considérable. En particulier, elles ont fortement contribué, donc ces géométries non spéculatives, ont fortement contribué à déplacer le centre d'intérêt de la géométrie spéculative, donc de la géométrie qui est celle de la recherche en géométrie, en le transportant du contenu vers la structure. Donc on s'intéresse en fait à la structure, au rapport des propositions entre elles, de la vérité extrinsèque des propositions isolées vers la cohérence interne du système total. Donc ce qui va compter, c'est à nouveau, ça va devenir très formel. En fait, ça c'est une manière de dire que la géométrie devient un formalisme. D'accord ? Avec l'axiomatique, avec ces nouvelles bases de départ pour les raisonnements, on va s'intéresser davantage au rapport des propositions entre elles. Donc c'est un formalisme. La somme des angles d'un triangle est-elle égale, inférieure ou supérieure à 2 angles droits ? Alors pour Riemann, la somme des angles d'un triangle va être supérieure à 2 angles droits. Pour Lobachevsky, avec l'axiomatique de Lobachevsky, elle va être inférieure. Et égale, c'est dans la géométrie euclidienne. Des 3 cas concevables, un géomètre ancien eût répondu que le premier était vrai, les 2 autres faux. Alors, à vérifier pour Riemann et Lobachevsky, mais normalement, c'est ça. Normalement, Riemann, c'est supérieur à 2 angles droits et Lobachevsky inférieur. Je ne suis pas totalement sûre. Il faudrait vérifier. Alors, donc, des 3 cas concevables, un géomètre ancien eût répondu que le premier était vrai, les 2 autres faux. D'accord ? Voilà, parce qu'il aurait... Pourquoi ? C'est facile à comprendre. Parce qu'il serait resté dans le cadre de pensée de la géométrie euclidienne. Pour un moderne, c'est-à-dire pour celui qui sait qu'il n'y a pas que la géométrie euclidienne, et que par exemple, la physique d'Einstein a besoin d'être représentée à partir d'un espace qui est celui de la géométrie de Riemann, eh bien, parce qu'il y a cette fameuse courbure de l'espace-temps, cette déformation de l'espace à cause de la gravitation. En gros, si vous voulez, voilà, pour un moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui est par exemple né après Einstein, il s'agit là de 3 théorèmes distincts. On prend la dernière page, qui ne s'excluent mutuellement qu'à l'intérieur d'un même système, c'est-à-dire que c'est 3 systèmes différents qui sont incompatibles entre eux, selon que le nombre des parallèles est postulé égal, supérieur ou inférieur à 1. Donc postulé égal par un point donné extérieur à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une droite parallèle à cette droite donnée, ça c'est la géométrie euclidienne. Supérieur, c'est la géométrie de Lobachevsky, et inférieur à 1, c'est Riemann. Et qui même se tolère dans un système affaibli et plus général où le nombre des parallèles possibles est laissé en suspens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une axiomatique où on dit le nombre des parallèles qu'on peut tracer par un point donné extérieur à une droite donnée est laissé en suspens. Et là, vous avez un système plus large qui tolère ces 3 axiomatiques, vous comprenez ? Et ensuite, donc, ici, Blanchet va conclure en disant que l'expérience à notre échelle, c'est-à-dire que ce qu'on peut tracer sur un tableau, vérifie l'une et l'une seulement de ces 3 propositions, c'est-à-dire donne raison simplement à la géométrie euclidienne, au fait qu'on ne peut tracer qu'une seule parallèle. Cela ne concerne que l'utilisation pratique de la science, non la science pure et désintéressée. La science pure et désintéressée, elle est ici théorique, elle est spéculative, et elle ne s'intéresse pas, elle déborde de loin ce qu'on peut effectivement tracer sur un tableau, vous comprenez ? Et il se trouve même que l'aspect pratique, les considérations pratiques, vont être à nouveau réactivées, vont se rattacher à cette spéculation, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les découvertes d'Einstein ont besoin d'être modélisées dans un espace différent. Voilà, donc le texte en fait s'arrête ici, la suite c'est autre chose. Donc on va effectivement là, on va le reprendre, hein. Alors, on a terminé le cours aujourd'hui, c'était dense. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander pour la prochaine fois de tout simplement relire ce texte, d'accord ? Relire, vous imprégner de ce texte extrait donc de l'axiomatique de Robert Blanchet. Relisez tout ça, on en reparle, on le commente. Ça. Et une fois que tout ça, ça sera bien maîtrisé, on passera au grand 3, qui consiste en une lecture suivie de
de l'ouvrage en tant que tel et pas simplement d'un texte. Voilà, ben écoutez, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je me remets là sur questions cours. Ah bah ça a été mis sur questions cours en plus, génial. Ah non, attendez, c'était mis dans polycopier du cours, voilà. Alors, géodésique, qu'est-ce que c'est, Noureddine? Je ne connais pas ce terme. Fait référence avec l'espace de Riemann. Donc, géodésique, dites-moi. Ah oui, d'accord. C'est la généralisation d'une ligne droite sur une surface. D'accord. Ok, bon, voilà, par rapport à la ligne droite de Riemann. Ok. Très bien. Donc, du coup, on reprend ça la prochaine fois. Je vous réexpliquerai si vous voulez tout ça. Et puis, s'il y a des questions, bah, notez-les, gardez-les bien précieusement. On se retrouve lundi. Alors, merci à vous, merci beaucoup. Pour que vous puissiez aller en maths à quelle heure commence votre cours de maths? 11h20 ou 11h30? Lundi, hein, est-ce que ça commence à... Ouais, vous avez gardé les horaires habituels. Bah, dans ce cas, nous, il faut qu'on fasse 9h30, 11h. Dites-moi ce qui vous arrange, parce qu'on peut faire... on garde 13h, 14h30. Ah, vous finissez à 10h05, je suis au courant. Ouais, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, c'est... Oui, mais si vous commencez à 11h18, le cours est enregistré de toute façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer à 9h45. On va faire un entre-deux, mais la prochaine fois, on fait 9h45, 11h15. Lundi, hein, on est d'accord, 9h45. Et puis, donc, le mardi, 13h, 14h30. Le cours est enregistré. Je remercie Alexandre pour ça. Ça vous permet de le réécouter. Vous devez aller en physique, vous arrêtez l'enregistrement. C'est parfait, c'est terminé. Le cours est terminé. Voilà. Merci à tous. Et puis, très bonne semaine à vous. Et à lundi, 9h45, on se retrouve. Merci. Au revoir.